Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition des bonnes nouvelles du féminisme. Elle arrive avec un peu de retard parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire en juin, mais elle est là quand même. On démarre au Tchad où des dizaines de femmes ont manifesté le 21 juin dernier pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent. Tout part d'un énième viol, tragique, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Pour la Ligue tchadienne des droits des femmes, c'est trop. Au micro de RFI, Epiphanie Diorang explique. On en a marre, on a attendu, on a patienté, on croyait que la situation allait changer, mais on est resté au même point. Donc on veut vraiment dénoncer ces formes de violence qui existent dans nos communautés depuis toujours et dont on ne parle pas, on ferme les yeux. Alors qu'il y a 20 ans, une marche similaire avait été durement réprimée, les organisatrices se sont félicitées d'avoir réussi à se faire entendre en paix après avoir déposé leurs recommandations auprès du ministre de la Justice. Et je ne leur souhaite que de pouvoir continuer à prendre la parole sur le sujet, parce que c'est comme ça qu'on commence à faire évoluer les choses. On poursuit en Inde, où dans l'état du Tamil Nadu, un jugement a été rendu le 7 juin dernier pour interdire les thérapies de conversion. Le juge Venkatesh a déclaré illégale toute tentative de guérir ou de changer l'orientation sexuelle des personnes LGBTQIA+, ou l'identité de genre des personnes transgenres vers une identité cisgenre. Ce jugement fait suite à une affaire dans laquelle 2 femmes lesbiennes avaient fui face à des familles qui n'acceptaient pas leur relation. Elles avaient porté plainte contre le harcèlement de la police, sollicité par leurs parents, et aussi contre toute menace à leur sécurité. Le Tamil Nadu devrait donc devenir le premier État indien à bannir toute forme de thérapie de conversion. Une troisième bonne nouvelle qui nous emmène du côté de l'Arabie Saoudite. Les femmes non mariées, veuves ou divorcées, pourront désormais choisir de vivre où elles le souhaitent sans l'accord de leur gardien, généralement un homme de leur famille, leur père, leur frère, leur fils même. La loi a été modifiée suite à un jugement rendu en 2020 dans une affaire qui opposait l'écrivaine Mariam Al-Otaibi à son père, qui avait porté plainte contre elle après qu'elle soit partie vivre à Riyad sans son autorisation. Bien sûr, il ne faut pas perdre de vue que dans ce pays, les droits des femmes sont largement bafoués, comme en témoignent un certain nombre de rapports d'ONG tels que celui de Human Rights Watch. Je choisis de vous en parler quand même parce que c'est une avancée non négligeable concrètement pour le libre arbitre des Saoudiennes. Espérons que le changement se poursuive dans le bon sens. Je vous emmène maintenant à Gibraltar. Cette petite enclave britannique au sud de l'Espagne est l'un des endroits sur Terre où la loi concernant l'IVG est la plus restrictive jusqu'ici, puisqu'il n'est possible d'y avorter qu'en cas de danger pour la vie de la mère. Dans le cas contraire, on risque la prison à vie. Les femmes désirant avorter devaient donc se rendre en Espagne ou au Royaume-Uni, mais une décision de la Cour suprême britannique en 2018 avait déclaré cela contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Un référendum a donc été organisé en juin, et les femmes pourront désormais avorter jusqu'à 12 semaines en cas de danger pour leur santé physique ou mentale, mais aussi en cas de grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste, ou dans le cadre d'une malformation fatale du fœtus. On termine en France avec une évolution législative qu'on attend depuis très longtemps. La loi bioéthique, qui légalise la PMA pour les femmes seules et les couples lesbiens, a enfin été adoptée. C'est un immense progrès et c'est très important pour toutes les femmes qui vont pouvoir en bénéficier. Le remboursement par la sécurité sociale a bien été adopté, de même que la reconnaissance conjointe anticipée qui permet à un couple de lesbiennes d'éviter un processus d'adoption long et fastidieux du côté de la mère sociale, celle qui n'a pas porté l'enfant. On peut cependant regretter que le parcours législatif ait été si long et difficile et qu'il manque encore certaines mesures dans cette loi. D'abord, les hommes trans n'ont pas accès à la procédure. Ensuite, la ROPA, méthode qui permet à l'une des deux mères de faire don d'un ovocyte et à l'autre de porter l'enfant, n'a pas été légalisée. Elle est pourtant vue par certains couples comme une manière d'inclure les deux mères dans le projet de parentalité. Enfin, la méthode d'appariement ne fait l'objet d'aucune mesure dédiée. Théoriquement, cette méthode, qui consiste à faire correspondre le phénotype de la gamète à celui de la receveuse, la couleur de peau, la couleur d'yeux, le type de cheveux, est seulement proposée aux personnes en démarche de PMA. Mais dans les faits, elle est parfois imposée, par exemple à des personnes noires à qui on refuse des gamètes blanches. Or, les dons de gamètes de donneurs ou donneuses noirs sont beaucoup moins nombreux. Les couples noirs ou mixtes se retrouvent donc souvent à devoir attendre beaucoup plus longtemps pour avoir accès à la procédure. Pour en savoir un peu plus sur les sujets que je viens d'aborder, il y a des ressources dans la description. C'est tout pour cette session, j'espère que vous aurez fait le plein d'espoir avant d'entamer l'été. On se retrouve bientôt. En attendant, n'hésitez pas à embarquer dans vos valises Pas prêtes à se taire, notre livre avec Léa Castor pour vous inspirer des parcours de grandes féministes pendant vos vacances. Et surtout, prenez soin de vous.